Dis papa, ils font quoi les sportifs quand ils sont pas sur le terrain? Eh ben croyez-moi, quand votre fils vous pose cette question, ça fait réfléchir. Surtout quand on sait que pas mal d'entre eux jonglent avec un ou plusieurs jobs pour pouvoir joindre les deux bouts. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous se posent la même question. C'est pour ça qu'il y a quelques années, j'ai décidé de lancer le podcast Dans les vestiaires pour plonger dans cette double vie. Parce que derrière chaque athlète, il y a une histoire et parfois un autre métier. À peu près au même moment, j'ai rejoint ePlayer, un cabinet de recrutement spécialisé dans les recherches critiques. Alors moi, je suis recruteur tech et avec mon associé, on aide les entreprises à trouver les perles rares, mais on accompagne aussi les entités qui veulent définir ou redéfinir une politique de recrutement. Et je peux vous dire que des sportifs de haut niveau, croisés au gré de nos chasses de candidats, on en a vu un sacré paquet. Et oui, parce que, encore une fois, vivre de son sport n'est pas si facile quand on n'est pas installé au plus haut des podiums depuis des années. Et encore, comme une marque bien installée, il faut y rester et se réinventer sans cesse. Du coup, à travers les histoires inspirantes de mes invités, je vous propose de découvrir comment on peut répondre à nos enfants qui se demandent encore ce que font toute la journée ces sportifs de haut niveau. Parce que oui, entre sport et entrepreneuriat, il y a beaucoup de points communs. Et avec les JO de Paris qui approchent, c'était le moment de redonner vie à ce podcast. Alors restez après l'épisode, je vous donne tous les détails sur notre invité et je vous invite à aller voir la page sur le site vestiaire.org pour pouvoir le soutenir dans ses projets. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui, on reçoit une sportive avec qui j'ai été mise en relation par une de ses sœurs d'armes. On peut parler comme ça pour le coup. Oui, on peut parler comme ça. Voilà, on peut parler comme ça puisque on va aborder le sujet d'un sport de combat, en tout cas d'épée, de sabre plus précisément. Je suis très heureux de recevoir Margot Rivkis. Salut Margot. Salut, moi aussi je suis très heureuse de te rencontrer et puis j'ai hâte de partager un peu mon parcours avec vous tous. Je vais te donner la parole, mais je vais quand même faire un petit coucou à Clara Laurent que j'avais reçue sur le podcast. J'ai pas encore diffusé son épisode au moment où on se parle. Fais un petit coucou si elle nous écoute, voire même, allez, on peut se lâcher, on va lui faire un petit bisou, n'est-ce pas? Puis on peut lui faire un petit bisou. Bon, Margot, je l'ai dit rapidement, toi tu es sabreuse, c'est-à-dire que tu fais de l'escrime dans une spécialité qui est le sabre. Ce que je te propose, avant de rentrer sur la discipline du sabre, c'est de te présenter. Donc dis-nous tout, qui est Margot Rivkis? Alors, Margot Rivkis, j'ai 27 ans. Je suis sportive de haut niveau. Ma spécialité, c'est le sabre et je suis en préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Actuellement, je m'entraîne à l'INSEP, donc en région parisienne. Et on a un groupe d'une bonne douzaine de filles qui se préparent pour les Jeux Olympiques. Et à la fin, donc, dans 4 mois, il en restera plus que 3 qui représenteront la France lors de ce magnifique championnat. Et sinon, à côté de ça, je suis entrepreneuse. Donc, j'ai un projet entrepreneurial qui est de développer la pratique de l'escrime en EHPAD. Et je suis aussi policière. Bon, et puis c'est tout? Non Pratiquement. les enfants, tout ça, non, pas tout de suite? Pas encore, non. Faut laisser un peu de temps déjà pour tout le reste. Oui, c'est ça. Ouais, tu parles de la petite fête de campagne là, qui va avoir lieu cet été, ce qu'on appelle les Jeux Olympiques. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent. Non, allez, trêve de plaisanterie. Belle grosse échéance, surtout en France, Cocorico, échéance qui sera chez nous. Comment ça se passe, une qualification pour les Jeux Olympiques? Est-ce que tu es déjà qualifié? Est-ce que tu es en lice pour l'être? On a compris que vous êtes un bon nombre déjà à travailler dessus, qu'il n'en restera plus que 3. D'ailleurs, j'ai cru que tu allais me faire une Highlander. À la fin, il n'en restera plus qu'un. Non, il n'en restera plus que 3. Comment ça se passe, là, les prochains mois, justement, pour savoir si tu feras partie de la liste de ces 3 sélectionnés? Alors, je vais vraiment parler que pour ma discipline et même particulièrement pour mon arme parce que chaque qualification dépend du sport, de la fédération. Mais pour nous, ça se passe que donc la qualification elle a lieu l'année avant les Jeux Olympiques. On va être une douzaine de filles à participer toute l'année aux Coupes du Monde. Les Coupes du Monde, elles sont au nombre de 8 et il y en aura 6 qui seront considérées comme sélectives pour les Jeux. Et sur les 6 Coupes du Monde, la meilleure, celle qui fera les meilleurs résultats sur ces épreuves-là, on appellera ça la première au point, elle sera qualifiée d'office pour les Jeux Olympiques. Et ensuite viendra, donc c'est la meilleure française, et ensuite viendra se greffer 2 autres filles qui seront choisies à la commission par la Fédération française d'escrime.
Et donc, ça fera 3 filles qui vont participer à l'épreuve individuelle. Une quatrième viendra se rajouter. Et cette quatrième-là, elle sera remplaçante pour l'épreuve par équipe. Donc là, il nous reste 4 grosses Coupes du Monde pour cette qualification. Il y en a déjà 2 qui sont passées. Sachant que moi, j'ai fait des résultats moyens et qu'il y a déjà 3 filles qui ont fait un podium. Donc, il y a 3 filles qui sont très bien engagées. Après, 4 Coupes du Monde, c'est encore beaucoup. Donc, et puis, c'est une année olympique et on sait que jusqu'à la dernière, tout est possible. Donc, voilà. Voilà un peu comment ça se passe au sabre féminin. Ouais, c'est un peu le moment de se transcender, surtout quand les JO ont lieu à la maison. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Tu parlais d'une quatrième qui sera remplaçante pour l'épreuve par équipe. C'est une épreuve où vous êtes 3 concurrentes et il y a une remplaçante au cas où il y en a une qui se blesse, c'est ça? Pas exactement. Alors, c'est très particulier parce que toute l'année, cette épreuve par équipe, elle se joue vraiment à 4 et on peut faire rentrer la remplaçante soit sur blessure ou soit parce qu'il y a une fille qui est moins en forme ou qui se sent moins de combattre contre une nation en particulier ou une athlète qu'elle n'aime pas rencontrer. On peut faire ce changement qui est un changement plutôt stratégique. Et après, il existe aussi de faire ce changement parce qu'il y a une blessure. Alors qu'aux Jeux Olympiques, on n'est pas en droit de faire un changement stratégique, c'est seulement s'il y a blessure. Donc, cette place de quatrième, elle est moins, je dirais pas moins intéressante, mais elle est moins probable, on rentre moins. Et du coup, il y a une grosse particularité, c'est que sur n'importe quelle épreuve internationale, au cours de l'année, quand on est en Coupe du Monde, si les 4 athlètes qui sont qualifiés par équipe, sur les 4 athlètes, il y en a une qui ne participe pas à l'épreuve, mais qui est sur le banc, elle va être médaillée, quoi qu'il se passe. Aux Jeux Olympiques, non. Aux Jeux Olympiques, c'est possible qu'il y ait une fille, la fille qui sera quatrième, c'est possible qu'elle soit là toute la journée, qu'elle s'échauffe, qu'elle échauffe ses partenaires, qu'elle participe à toute la compétition, sauf qu'elle va pas rentrer sur la piste. Et si jamais les filles, à la fin de la journée, sont championnes olympiques, elle le sera pas. Du coup, c'est pour ça que j'ai quand même dit 3, parce que cette place, elle est vraiment très, très particulière, que personnellement, elle me donne pas très envie. Alors évidemment, si jamais j'arrivais pas à me qualifier dans les 3, cette place, enfin, c'est une place au jeu et elle est non négligeable. Mais j'espère vraiment plutôt être dans les 3. Bon, de toute façon, il reste encore quelques mois, et comme tu l'as dit, il reste aussi 4 Coupes du Monde, même s'il y en a qui ont déjà, même s'il y en a 3 qui ont déjà fait des podiums, ça veut rien dire, on peut toujours se blesser sur la route, on leur souhaite pas évidemment, mais tu peux toujours rattraper ton retard, entre guillemets, et puis 2024 commence bientôt, une nouvelle année, donc plein de bonnes choses qui arrivent. Ouais, non, c'est ça. Mais je suis pas stressée à l'idée que certaines filles aient déjà fait des performances parce qu'on est un groupe très fort et que c'était quelque chose qui était une évidence en début de saison. On savait très bien, pour ce groupe-là particulièrement, que les Jeux Olympiques vont se jouer à des podiums sur les Coupes du Monde. On est numéro 1 mondial actuellement par équipe et on a la numéro 1 mondiale aussi en individuel. Donc, pour dire vraiment que ce groupe-là, c'est un groupe très fort. Et moi, j'ai la conviction que les filles qui participeront aux Jeux cet été, et j'espère en faire partie, elles seront médaillées. Ça, c'est sûr. Franchement, c'est sûr parce que ce groupe est très fort. Et du coup, ben voilà, il y a eu des podiums, mais c'était une évidence. Et maintenant, c'est une place qu'on va chercher individuellement en faisant des podiums. Donc voilà, il y a 4 Coupes du Monde pour aller faire les plus belles performances possibles et aller chercher ce ticket. Et c'est ce que je vais faire. Mais on sent bien la détermination. Justement, en parlant de détermination, je te propose qu'on fasse un petit flashback, un petit retour en arrière pour parler de toi. Comment est-ce que tu as commencé à découvrir le sport et l'escrime en particulier? Et le sabre encore plus spécifiquement? Alors, mon histoire avec le sport, elle a commencé très jeune parce que ma mère a toujours estimé que le sport, c'est l'école de la vie et que les enfants, ça leur fait du bien de se défouler. Donc, C'est on a quelqu'un de bien, toujours, ta maman, hein? ouais, on a toujours fait du sport après l'école ou pendant les vacances, des activités. Ça a toujours été même dans notre éducation, quoi. Et pour l'escrime particulièrement, ce qui s'est passé, c'est que j'étais inscrite à des cours d'anglais. Comme j'avais un bon niveau, je pouvais participer aux cours d'anglais avec les filles, enfin les filles, les garçons d'ailleurs, qui étaient plus âgés que moi, mais j'avais 1 heure de trou entre les 2 cours d'anglais. Donc je me suis assise sur un banc et il y avait un cours d'escrime. C'était une activité périscolaire dans une école. Et du coup, il y avait un cours d'escrime et le maître d'armes m'a dit, mais si tu es là toutes les semaines à attendre 1 heure ton cours d'anglais, t'as qu'à faire le cours d'escrime avec nous.
Et c'est comme ça que j'ai commencé. Évidemment, entre ta maman qui a de bonnes idées, notamment sur les valeurs du sport, et ce maître d'armes qui t'a vu et qui t'a proposé de rejoindre l'équipe, c'était des bonnes rencontres, enfin des bonnes Oui, personnes. alors, j'ai beaucoup de chance, j'ai un super entourage. Et d'ailleurs, ce maître d'armes, eh ben, il a été décisif dans ma carrière parce que ce qui s'est passé, c'est que après m'avoir fait découvrir ce sport lors de cette initiation d'1 heure par semaine à l'école, en fin d'année, il a voulu rencontrer ma mère et il lui a dit que j'avais un talent et que si jamais ça m'intéressait, ça serait bien que j'intègre un club et que j'essaye la compétition parce qu'il pensait que j'allais être forte. Et donc, c'est comme ça que je me suis inscrite dans son club et que j'ai commencé la compétition. Et t'avais quel âge à ce moment-là? Et bah, la première année, quand j'ai commencé l'escrime, j'avais 10 ans. Et ensuite, j'ai intégré le club l'année suivante à 11 ans. Bon, maintenant, ça fait 17 ans que tu pratiques. L'année prochaine, tu seras majeur d'escrime, hein, n'est-ce pas? Ouais, exactement. Et comment est-ce que tu en es arrivé justement à 27 ans à être en lice pour les Jeux Olympiques? Enfin, quel a été un peu le film, le schéma de ta carrière de 10 à 27? Bah, du coup, la première chose que tu as dit, mais je crois que c'est quand même les belles rencontres parce que c'est cette première rencontre déjà, ce maître d'armes-là. Ensuite, on s'est suivi longtemps jusqu'à ce que j'intègre l'INSEP finalement. Donc, dans un parcours de sportif de haut niveau, en général, ce qui se passe, c'est qu'on commence en club, puis on intègre un pôle jeune, et ensuite, si jamais ça se passe très bien, on intègre le pôle senior, donc la catégorie des Jeux Olympiques, qui pour nous est à l'INSEP. Et moi, comme j'étais en région parisienne, j'avais un club qui était suffisamment grand pour ne pas avoir à aller en structure pour trouver de l'opposition. Il y avait des garçons qui étaient forts, donc moi, je m'entraînais avec les garçons, c'était largement suffisant. Et j'avais aussi ce lien avec cet entraîneur qui était très fort et, euh, et qui a cru en moi dès le premier jour. Donc, j'avais pas du tout envie d'intégrer un pôle jeune. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai évolué avec lui et arrivé à 18 ans, l'année du bac, j'ai intégré l'INSEP parce que j'avais besoin d'aménagement pour pouvoir continuer, enfin, pour pouvoir passer mon bac en toute sérénité. Et du coup, c'est lui qui m'a poussé à vraiment intégrer en disant maintenant, il est temps que tu aies un aménagement, que tu puisses allier les deux. Parce que c'était des entraînements avec les adultes, donc de 20 h à 22 h le soir, des entraînements le midi au lycée, à aller prendre des leçons individuelles sur la pause du repas, donc manger sur le pouce. Et du coup, pour l'année du bac, c'était un peu lui toujours, le guide, qui m'a dit, c'est maintenant, tu es prête. Donc de 10 ans à 10 ans, on est quoi? On est en CM1, donc du CM1 jusqu'à la terminale, pas de sport-études, l'école, le collège, le lycée normal, et puis par contre en terminale, tu changes tout, tu intègres l'INSEP, donc clairement en sport-études et plutôt en sport que études, mais avec les conditions qu'il fallait pour étudier. Eh ben, j'avais pas de sport-études, mais alors j'ai eu de la chance, j'ai eu des aménagements. D'abord, donc j'ai commencé l'escrime où j'ai intégré le club dans le 8e arrondissement et moi j'habitais dans le 15e. Donc j'avais école dans le 15e, je prenais les transports en commun et je revenais le soir très tard, ce qui rassurait pas beaucoup ma mère. Ensuite, j'ai changé d'école pour être dans le 8e arrondissement. Donc j'avais toujours le trajet, mais c'était mieux parce que ça me permettait de pas le faire après les cours. Donc ce que je faisais, c'est que je faisais le trajet le matin. J'avais les cours dans le 8e arrondissement et ensuite, entre l'entraînement et l'école, j'allais à la bibliothèque où je pouvais faire mes devoirs. Ou des fois, j'allais au club, donc je me posais au club avec mes cahiers. Et ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer déjà au collège, c'était une classe. Alors, c'était à horaire aménagé, mais c'était pour les personnes qui étaient en conservatoire. Donc, c'était pas des sportives avec moi, c'était pas un sport-études, mais ils avaient des horaires un petit peu aménagés. Donc, l'après-midi, on finissait un petit peu plus tôt pour qu'eux puissent aller au conservatoire. Et du coup, moi, à l'entraînement plus tôt. Et après ça, au lycée, pareil, j'ai pu intégrer une classe qui avait des horaires aménagés. Donc, toujours pas un sport-études, mais avec des facilités où une journée qui était consacrée, enfin, l'aménagement des horaires permettait de libérer un petit peu plus de temps qu'un emploi du temps normal. Donc, j'ai pas été non plus totalement full cours et full entraînement, mais j'avais un petit aménagement quand même. Bon, et est-ce que du coup, cette année de terminale a changé beaucoup de choses chez toi, que ce soit au niveau des études, alors au niveau de la maturité, je pense que tu étais déjà assez mature et indépendante, tu viens de nous l'expliquer, mais ouais, est-ce que ça a changé chez toi beaucoup de choses au niveau des études, cadre peut-être pour pouvoir étudier dans de meilleures conditions, et puis aussi au niveau sportif, au niveau de l'escrime? Alors, au niveau des cours, j'avais la chance de pas avoir, j'avais pas beaucoup de difficultés en cours, mais ce qui était difficile,
difficile avant, c'était que j'étais très absente avec les compétitions. Je faisais des compétitions en surclassé, double surclassé, plus les stages, c'était vraiment beaucoup d'absence. Et quand on est absent, les profs vont pas reprendre le cours pour une élève, ils vont pas récupérer les cours, tout ça, c'était assez compliqué. Alors qu'à l'INSEP, c'était vraiment adapté totalement. Donc la différence à ce niveau-là, elle était incroyable. On pouvait programmer nos compétitions, nos stages, ils nous envoyaient les cours à l'avance, on pouvait commencer les cours, enfin ne pas accumuler du retard, ça c'était vraiment beaucoup plus confortable. Et l'aménagement aussi des horaires de cours, c'était quand même non négligeable. Et après, au niveau de la carrière, ce qui a beaucoup changé, bah déjà, c'est de quitter l'ambiance club, qui est une ambiance très familiale, très amicale, quitter aussi ceux avec qui j'ai grandi, pour aller évoluer dans le groupe des meilleures françaises, avec l'entraîneur national, qui devient l'entraîneur aussi, qui est aussi l'entraîneur sélectionneur. Ça avait rien à voir. C'était beaucoup plus professionnel par rapport à ce qu'on fait en club, avec le préparateur physique, les rendez-vous médicaux pour voir ton corps, comment il évolue. Enfin, toutes ces choses-là, c'était vraiment, oui, différent quand même. Ouais, ça t'a permis, j'imagine, de progresser de façon notable. Oui, j'ai progressé, mais il y a en fait quand tu changes de structure, d'entraîneur et aussi d'opposition, on a un gros temps d'adaptation, un gros temps de doute, et ça prend quand même du temps. Donc c'est pas on entre à l'INSEP et on voit une progression fulgurante, pas du tout. C'est souvent même un peu le contraire. On note un peu une stagnation, voire même peut-être on se dit, et on commence à douter de beaucoup de choses. Travailler avec un nouvel entraîneur, c'est de nouvelles méthodes, donc c'est ne plus continuer sur le chemin peut-être qu'on suivait, mais aller vers quelque chose de nouveau. Tout ça, c'était quand même assez long. Ça n'a pas été tout de suite une montée en puissance. Bon, maintenant on est 10 ans après, enfin presque. Qu'est-ce que ça t'a apporté avec le recul, l'INSEP et est-ce que tu y es toujours? Oui, alors je m'y entraîne toujours. Et ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup d'autonomie. C'était déjà pas mal avant de ce que je comprends. C'était pas mal, mais quand on arrive à l'INSEP, c'est plus on a son entraîneur de club qui nous soutient dans tout. Non, là maintenant, on a un entraîneur qui entraîne nos concurrentes tous les jours et qui est pas là pour nous faire progresser nous, mais qui est là pour faire progresser un collectif. C'est plus la même chose. Là, on est vraiment beaucoup plus livré à nous-mêmes et on est responsable de nos entraînements, de la qualité de nos entraînements. On va pas avoir quelqu'un derrière nous qui va nous dire allez, bouge-toi, pas du tout, si jamais on se bouge pas au suivant. Donc sur ça, ça m'a quand même fait gagner en autonomie, en adaptation. Et bah, j'ai grandi aussi, c'était grandir aussi dans la vie. Après le bac, on passe sur des études supérieures, on a plus de responsabilités. J'étais interne à l'époque, puis maintenant je suis en appartement, donc c'est aussi gérer sa petite vie d'adulte. Et puis on en parlait justement en off, il y a le sport, il y a eu les études, il y a un travail et il y a aussi autre chose après, puisque tu nous as dit en introduction que tu es entrepreneuse. Entrepreneuse, j'aime bien dire entrepreneur avec un E, mais c'est vrai que ça s'entend moins en audio. Mais écoute, chacun son point de vue, les deux sont acceptés a priori. Ton travail de gardien de la paix, comment est-ce que tu rentres dans la police nationale? Pourquoi? À quel moment? Enfin voilà, il y a quelques interrogations autour de ça. Alors moi, je suis pas gardien de la paix, je suis policière adjointe, c'est le niveau juste en dessous. Donc pour rentrer dans la police nationale, c'est un concours que j'ai passé, un concours avec une épreuve écrite, une épreuve orale, une épreuve sportive, et ensuite on a un questionnaire de déontologie, enfin quelque chose pour vérifier qu'on est vraiment de bonnes personnes, et c'est quelque chose d'assez poussé. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé le concours et après, à l'issue du concours, si on est dans les meilleurs, on suit une école. Donc on entre en école. Moi, j'ai suivi une école de 3 mois et c'est pour ça que je me suis orientée vers l'école de policière adjointe, parce que si jamais j'avais fait gardien de la paix, c'est une école de 1 an. Et pendant qu'on est en école, c'est très difficile de s'entraîner et c'est très difficile de partir en stage et en compétition. Donc c'était pas envisageable pour moi, en tout cas, avec mon sport où on est obligé de faire des entraînements, on a besoin d'opposition, donc d'être ensemble à l'entraînement en même temps. C'était pas envisageable de partir 1 an en école de police. Et alors, comment, pourquoi la police? Bah, la police, finalement, c'est assez logique. Bah, déjà, l'aspect sportif du métier, quel que soit le métier. Ensuite, il y a les valeurs, le fait qu'on représente la France, qu'on défend, qu'on porte un uniforme. Donc, d'un côté, un uniforme, d'un autre côté, on porte
le Survêt France. Il y a toute la partie solidarité, esprit d'équipe, qui ressemble beaucoup à ce qu'on a évolué dans un collectif, un groupe, être entouré de personnes. Et, euh, et du coup, en fait, il y a le dernier point, c'est les possibilités d'évolution. Quand on a fait une carrière de sportif de haut niveau, on a ressenti beaucoup d'émotions, on a beaucoup d'adrénaline, on a très peu de routine. Et j'avais aussi peur qu'après ça, de me trouver dans un métier où peut-être je ne retrouverais pas ça. Donc, je me suis dit, bah, en fait, la police, une fois que tu es en dedans, il y a un nombre de métiers inimaginables. On peut beaucoup évoluer, changer de poste, changer de mission, être au contact des personnes. Tout ça faisait que je me suis dit, bah, en fait, je pense que ça me conviendrait bien. La différence, notamment en termes de mission, entre l'adjoint de police et puis le gardien de la paix, c'est peut-être pas clair pour tout le monde, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. La différence majeure est qu'en fait, le policier adjoint, il est forcément accompagné au moins d'un gardien de la paix. Donc, on évolue souvent par brigade, par exemple, de trois. Et on ne peut pas avoir dans une brigade que des policiers adjoints parce qu'on est considéré comme moins expérimenté. On a moins d'écoles derrière nous, on a moins de bagages techniques et même, voilà. Donc, on a toujours au moins un gardien ou quelqu'un de plus gradé au-dessus de nous. Et on est sous les ordres de cette personne. Donc, on est moins indépendant dans ce qu'on va faire. Et après, il y a quelques tâches qu'on n'est pas autorisé à faire parce qu'on n'a pas encore le niveau. C'est souvent l'étape juste en dessous. Et après, il y a une autre différence, c'est que ce concours-là, il est accessible à tout le monde, le concours de policier adjoint. Quel que soit le niveau d'études, on peut le passer. Alors que le concours de gardien de la paix, il faut un minimum de bac. Donc, pour quelqu'un qui n'aurait pas fait d'études, il va pouvoir passer par le concours de policier adjoint et ensuite évoluer et passer le concours de gardien de la paix. Un an plus tard, avec un an d'ancienneté, on peut déjà accéder à ce concours-là. Donc, c'est aussi une passerelle et ça permet de voir si ça nous plaît, en fait, ce métier avant de s'engager sur un an d'école, qui est quand même un bel engagement. Ouais, et c'était la question d'après. Est-ce que du coup tu as des passerelles ou est-ce que tu peux après évoluer vers le métier de gardien de la paix? Donc tu viens de répondre à la question. Et juste pour le fun, pour vous distinguer, si on croise dans la rue une brigade avec des policiers et des policiers adjoints, est-ce que c'est une question d'épaulette? Est-ce que c'est une question Oui, de oui petits badges? on a le grade, on a un petit, je sais pas comment on va dire, écusson, mais on a un grade et en fait, le policier adjoint, c'est bleu et le gardien de la paix a un trait. Donc on peut voir, oui, la différence. Les connaisseurs savent. Mais comme ça, il y aura beaucoup de connaisseurs qui sauront repérer les adjoints et les gardiens de la paix, et puis peut-être aller à l'encontre des brigades. Ça peut aussi permettre d'ouvrir le dialogue, et puis de dire oui, oui, j'ai entendu Margot Refkis sur un podcast. Elle est adjointe pour l'instant, et peut-être que après on verra. Au niveau du port des armes, vous êtes pareil, Et vous on avez a aussi des armes. habilité au port d'armes. On a passé tous les examens qui le permettent. Ok, donc toi tu sors avec un pistolet ou toi tu as le droit de sortir avec un sabre? Ni le pistolet, ni le sabre. Alors, le sabre, c'est pareil, on a le droit de le sortir seulement sur les pistes d'escrime. Et le pistolet, c'est seulement si on est sur le terrain et que la situation le demande. Donc, on ne sort pas son arme. Et en plus, du coup, comme je suis sportive de haut niveau, en fait, je fais partie de l'équipe sportive de la police nationale. Et à l'approche des Jeux, la police a décidé de détacher à 100% ses athlètes pour qu'ils puissent s'entraîner à fond pour cette fête de fin d'année, la petite fête de campagne. Et du coup, en fait, ce qu'on fait, c'est que cette année, on est sur des missions de communication majoritairement. Donc, on va être plutôt sur des salons d'étudiants, un village sportif lors d'une épreuve de rugby ou ce genre d'événement. On est beaucoup plus sur des missions de communication cette année. Et ça va être, on va devoir 25 jours à la police nationale et ça nous permet de nous consacrer pleinement à notre qualification olympique. Wow, bah écoute, alors on te souhaite déjà que t'obtiennes la qualification, évidemment, hein, et puis le retour peut-être après les JO, ça se passe comment? Est-ce que du coup il y aurait des possibilités si tu te qualifies pour que tu envisages les prochains Jeux Olympiques et que tu sois à nouveau détaché ou pendant les 2-3 prochaines années, tu reviens à tes missions de base, plus les jours que tu devrais pour cette année où tu as été un petit peu dégagé de tes obligations? Alors, la chance qu'on a quand on est policier, c'est que si on est listé donc si on est sportif de haut niveau reconnu par le ministère du Sport, on peut avoir un détachement et ensuite, en fonction de quelles sont les échéances qu'on prépare, eh ben, on a plus ou moins de détachement. Donc,
Tant que je veux continuer ma carrière de sportif de haut niveau, la police me permettra de détacher, ça peut être 50, 60, 80% en fonction comme je dis, de l'intensité de mes entraînements et de aussi ce que le policier veut, parce que parfois on peut être détaché à 100%, comme là c'est le cas cette année, et certains policiers ont fait la demande de quand même garder un pied un peu plus gros sur le terrain parce qu'ils ont besoin de cette partie-là pour leur équilibre, de travailler avec leurs collègues. Donc ils adaptent beaucoup et on a beaucoup de chance d'être avec la police nationale, beaucoup. Bon, dans ce podcast, on parle évidemment du financement des carrières de sportifs et sportives de haut niveau. On parle aussi des reconversions. On aura bien compris que toi, bah, tu as déjà pensé à ça avant même presque d'être sportif de haut niveau. Et puis, bah, ce qui est sympa, c'est justement ton témoignage. Peut-être que ça donnera des idées à certaines personnes qui se posent la question, à des petits jeunes qui nous écoutent. D'ailleurs, si toi et toi, tu es petit jeune, tu nous écoutes, n'hésite pas à faire un coucou et puis bah, à étudier la possibilité dont parle Margot. À côté de ça, donc sportif de haut niveau, policière adjointe et entrepreneur. Tu nous en dis plus sur ton projet entrepreneurial? Alors oui, avec grand plaisir. C'est un projet qui est tout récent, puisque du coup, je dirais, je développe l'activité escrime en EHPAD. Donc ça existait déjà avant. Moi, je me suis formée auprès de de la Fédération française d'escrime, pour pouvoir intervenir en EHPAD et auprès des personnes âgées. Et en fait, j'ai eu un coup de foudre pour ce public et je me suis dit: «Mais c'est fou, c'est un sport qui s'adapte parfaitement aux capacités physiques de chacun». Quand j'ai vu les réactions des résidents, les retours, je me suis dit: «Mais c'est incroyable, le nombre de bienfaits qu'on peut avoir après seulement 30 minutes d'activité». Du coup, je me suis dit: «Bah, si je peux utiliser un peu ma notoriété de sportif de haut niveau pour faire connaître, cette activité et le développer au maximum, bah, ça serait top». Voilà, maintenant, je rêve modestement qu'il y ait de l'escrime dans tous les EHPAD de France. Escrime ou n'importe quel autre sport, mais en l'occurrence, toi, c'est l'escrime. Qu'est-ce que tu as noté justement comme bienfait sur les résidents et peut-être même sur les formateurs, sur les gens comme toi qui vont en EHPAD et qui enseignent, qui montrent, qui éduquent ces résidents à l'escrime? Alors, pour vous raconter une anecdote, c'est quand j'ai passé mon diplôme du coup auprès de la fédération, on avait donc 30 minutes d'examen où on intervenait dans un établissement euh, et puis on validait qu'on avait bien les compétences pour pouvoir animer un atelier escrime en EHPAD. Donc, je fais mon atelier, ça se passe très bien et j'ai une personne qui vient me voir, une résidente, et qui me dit: «Merci beaucoup pour cette intervention. Je ne pensais pas qu'à mon âge, je pourrais faire de l'escrime. Si ça, c'est possible, tout est possible, ça redonne espoir». J'étais comme ça. Waouh, recevoir ce genre de retour après 30 minutes d'activité, c'est vraiment fort. Re et du coup, aujourd'hui, moi, j'interviens depuis septembre dans un établissement à Montreuil qui s'appelle la Maison des Vergers. Dans les retours que j'ai, mais déjà, il y a une lutte contre l'isolement. Il y a des résidents qui ont du mal à sortir de leur chambre, à se motiver. Quand ils savent que le mercredi après-midi, il y a le cours d'escrime et qu'ils sont là une demi-heure, une heure avant devant la porte à attendre le cours, c'est une super chose. Et en plus, sur ces 30 minutes, mais aussi pendant le cours, bah, d'autres résidents sont à côté, donc ça permet de se sociabiliser, premièrement. Ça permet de maintenir les capacités physiques, enfin, de les maintenir plus longtemps, de lutter contre le vieillissement. Euh, le fait de faire une activité physique, bah, ça ouvre l'appétit. C'est des choses toutes bêtes, mais ils ont de l'appétit, ça stimule le sommeil. Toutes ces petites choses-là qui sont non négligeables pour ces personnes. Oui, il y a énormément de bienfaits. De leur côté, pour l'établissement aussi, parce que ça dynamise un établissement. C'est pas tout, pour l'instant, c'est pas tous les établissements qui proposent de l'escrime, mais bientôt, ça sera le cas. Et après, pour moi, personnellement, bah, ça m'aide beaucoup dans mon projet sportif parce que le monde du haut niveau, c'est quand même un milieu très concurrentiel qui peut des fois être rude. Et en fait, c'est un moment de douceur d'aller en EHPAD le mercredi après-midi et de recevoir ces retours qui sont hyper bienveillants, avec beaucoup de reconnaissance. C'est un moment de partage avec les personnes âgées, nos seniors, les aînés qui nous racontent un peu leur expérience de vie. C'est génial, quoi. Pour tout le monde, c'est génial. Du coup,
moi, je suis convaincue et je me dis, mais ça demande juste à être plus connu. Alors, on fait souvent le parallèle entre le deuxième et le troisième âge. Donc, en gros, les enfants et les sages, j'aime les appeler comme ça, aussi parce que je commence à moi aussi aller dans cette catégorie-là, tout doucement. Enfin, j'y serai avant toi, en tout cas, ça c'est sûr. Est-ce que tu crois que ce serait aussi adaptable chez les jeunes? Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, la pratique de l'escrime, on dit qu'elle se fait. Je crois qu'on commence l'escrime à 2 ans, 3 ans. Il y a du baby escrime, donc tout jeune, tout jeune. Et ben, moi, j'ai des centenaires. J'en ai déjà 2. Donc maintenant, on peut le dire. Donc jusqu'à plus de 100 ans. Et donc, Et eux, ils reviennent à zéro. Donc, eux, ils repartent 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est ça. Et là, c'est du comme papier le 1000 exprime. bornes, à partir du moment où on a dépassé 1000, on doit tout refaire. C'est ça. Et du coup, oui, oui, c'est un sport qui s'adapte vraiment très, très bien. Donc, moi, par exemple, dans la pratique que je leur propose, il y a une pratique assise pour toutes les personnes qui n'ont plus, qui ne peuvent plus se maintenir debout. On a un matériel qui est plus léger, c'est des kits en plastique. Tout s'adapte très, très bien. Et après, ça a une grande particularité, l'escrime, mais ça fait voyager. Et c'est un voyage dans le temps. Et quand on est dans un établissement où des fois le temps il peut paraître un peu long, cette heure-là, en tout cas, c'est une heure hors du temps, ça c'est sûr. Bon, et puis l'escrime, c'est un sport assez vieux aussi, et surtout le sabre. Donc, j'imagine que ça permet aussi de temps en temps à certaines personnes qui sont peut-être un petit peu intéressées par la chose de se reprojeter dans des images de vieux films ou dans des histoires chevaleresques, rocambolesques, où le sabre et l'épée prenaient sa place. Non, c'est vraiment ça. Et du coup, il y a un aspect activité physique, mais aussi culturel. Et ça, c'est non négligeable, c'est pareil. C'est pour ça que, bon, évidemment, je prône l'escrime parce que c'est ma passion, c'est mon sport. Mais enfin, toute activité physique qui est proposée en établissement pour personnes âgées, c'est top. Mais du coup, l'escrime, c'est peu connu. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à visualiser un centenaire faire de l'escrime. Et du coup, c'est possible. En termes de logistique, toi, tu viens avec tout le matériel ou ce sont les établissements qui ont du matériel à disposition pour que tu puisses pratiquer cette activité avec les résidents? Alors, en termes de logistique, pour l'instant, c'est moi qui ai investi dans le matériel et qui finance le matériel. J'espère à un moment réussir à faire des levées de fonds parce que c'est la plus grosse, enfin, ce qui me coûte le plus cher aujourd'hui. Mais l'idée, du coup, comme je veux vraiment développer cette activité sur tout le territoire, c'est que chaque établissement possède son matériel. Donc, on verra si c'est moi qui le mettrai à disposition aux établissements ou si l'établissement voudra investir pour avoir son propre matériel. Et ensuite, comme ça, les intervenants, ils auront juste à venir faire leur intervention et repartir. Ils n'auront pas besoin de transporter le matériel parce que c'est quand même, ça prend de la place et puis c'est assez lourd. On ne peut pas se déplacer à vélo, alors que moi, je me déplace à vélo, donc c'est pas possible. Ouais. Et c'est des sessions avec combien de résidents, combien de personnes à chaque fois? Les groupes sont de maximum 10 résidents. Ouais, donc 10 tenues, 10 sabres, 10 casques, plus tous les problèmes au-delà de la logistique du transport du matériel en lui-même, le nettoyage, la désinfection, etc. Ouais, c'est exactement ça. Et comment tu trouves du temps pour faire tout ça? Parce que 1 heure, on se dit, bon, allez, sportif de haut niveau, détaché par la police, préparation JO, ok, équilibre, charge mentale, diminution de la charge mentale, rencontre, sociabilisation, ok, 1 heure le mercredi, ça va. Mais non, en fait, c'est pas que 1 heure. Il faut y aller, il faut mettre le matos à dispo, il faut nettoyer le matos, il faut Il faut repartir. préparer la séance. Donc tout ça, ça représente combien de temps pour toi? Le mercredi après-midi, j'ai une intervention d'1 heure et demie, une intervention d'1 heure, avec une demi-heure entre les deux pour la préparation du deuxième cours. J'arrive à peu près une demi-heure avant et j'ai préparé la séance en amont. Donc, en gros, ça me prend tout mon mercredi après-midi, on va dire environ 5, pour préparer mes 2 cours, j'ai environ 5 heures de préparation. Et après, toute la partie entrepreneuriale, ça aussi, ça se rajoute, parce que c'est de la facturation, c'est de la gestion de matériel, c'est aussi développer toute la partie communication, ce qui est vraiment pas mon fort. Et j'ai de la chance parce que Clara m'aide depuis très peu de temps et je suis très très contente. Bon, Parce alors, que on lui refait un deuxième bisou, voire même un câlin, là, carrément. numéro 2. Non, oui, j'ai beaucoup de chance et puis je parle de mon projet autour de moi et encore une fois, j'ai un entourage très bienveillant. Alors, des fois, j'ai une copine qui va me dire: «Ah ben, je peux peut-être t'aider pour le logo, moi je peux peut-être t'aider». J'ai par exemple, Manon Brunet, une des filles de mon groupe qui m'a dit: «Mais j'ai 2 housses d'escrime que j'utilise pas, est-ce que ça t'intéresse?» Bah oui, vraiment ça m'intéresse pour m'aider à transporter le matériel, c'est top. Donc j'ai un peu aussi tout mon petit monde qui participe,
chacun en mettant une petite pierre à l'édifice. Et déjà, c'est très touchant et en plus, bah, ça aide beaucoup. Alors justement, si on ne fait pas encore partie de ton petit monde et si on veut t'aider, comment est-ce qu'on peut t'aider? En démarchant les EHPAD, en te filant du matos si on en a, en venant assister, en venant applaudir les résidents qui font leur cours, comment on peut t'aider? Alors, bah, déjà, toi, par exemple, grâce à ce podcast, en mettant en valeur mon projet, c'est top. Tout ce qui est communication sur les réseaux, repartager, liker, envoyer de la force, ça compte beaucoup parce que ça permet d'avoir de la visibilité. Et après, pour tous les escrimeurs qui sont en activité ou qui ont été en activité et qui ont du matériel qu'ils n'utilisent plus, ça, c'est super parce que ça permet de faire de la seconde main, de recycler et du coup que le matériel il soit réutilisé. Et après, je pense que je vais à un moment donné ouvrir une cagnotte participative et avec plaisir. Mais c'est surtout aussi ouvert à toute compétence. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai un ostéo ou un kiné qui me propose bah, comment il peut aider, bah, s'il a des exercices à proposer, des conseils pour bien gérer les personnes âgées ou enfin, des choses qui peuvent partager son expérience. C'est toujours aussi très, très bénéfique. Donc, comme tu disais, quelqu'un qui fait du web design et qui me dit, ah, je peux t'aider peut-être sur le site, je peux te donner des conseils sur la manière de rédiger. Tout ça, je suis preneuse parce que quand on est entrepreneur, bah, on joue un peu, on doit porter toutes ces casquettes et à la fois, des fois, on n'a pas d'expérience là-dedans. Donc, tous les conseils sont bons à prendre. Bon, écoute, le message est passé. Le podcast s'attelle aussi au financement de la carrière des sportives et sportifs de haut niveau. Toi, j'imagine qu'avec ton emploi dans la police, plus avec ton projet entrepreneurial, bon, forcément, le projet entrepreneurial, ça prend du temps, ça prend de l'argent. Tu l'as dit, tu as investi dans le Oui, le matériel. projet entrepreneurial n'est pas une source de revenus actuelle. On espère que ça le sera. Sur le financement de ta carrière, justement, au-delà de ton travail, comment ça se passait jusqu'à ce que tu intègres la police nationale? Eh ben, c'est une très très bonne question. Le sportif de haut niveau est très très précaire et notamment en escrime particulièrement parce que c'est un sport amateur. Donc on n'est pas rémunéré par notre fédération ni par personne ni par l'État. Donc c'est comme ça qu'on différencie un sport amateur d'un sport professionnel. Et du coup à ce moment-là, moi j'ai travaillé à l'INSEP comme surveillante le soir. Donc, j'avais repris finalement mes horaires de 20h, 22h. Donc, je surveillais les bacheliers et je les aidais à préparer leurs épreuves de bac le soir. Et je surveillais aussi les devoirs sur table tous les mercredis après-midi. Et ça me permettait de faire un mi-temps. Donc, je faisais un mi-temps en plus de mes entraînements. Et du coup, c'était très précaire parce que c'était, pour être très transparente, un salaire de 500 euros. Donc, 500 euros par mois pour vivre. À ce moment-là, j'étais encore interne, donc ça allait pour vivre. Mais quand j'ai dû passer de l'autre côté et assumer un loyer, la nourriture, c'était beaucoup plus compliqué. Et j'ai eu la chance d'avoir la police qui arrivait au bon moment. Bon, fais attention quand même à ce que tu dis, parce que quand tu dis passer de l'autre côté, donc le côté obscur de la force, tu es sabreuse, forcément, ça y est, tout de suite, on imagine. Bon, t'as pas connu, ok, mais Star Wars, Oui, etc., quand même, etc. j'ai les références. Ouais, il manquerait plus que ça, que toi, tu ne les sais pas. Et justement, donc toi, la police est arrivée au bon moment. Enfin, en tout cas, ton engagement pour la police nationale est arrivé au bon moment. Ça t'a permis d'avoir un emploi avec un salaire. Donc, ça te met à l'abri du besoin. Ça te permet de financer ta carrière, en plus de ton projet entrepreneurial, qui Non, lui... ça ne permet. Alors par contre, ça va très vite, mais non, ça ne permet pas de financer ma carrière parce que un salaire de policier, surtout le policier adjoint qui est le niveau le plus bas, c'est pas un très gros salaire. Ça permet de vivre. Point final, ça permet de payer le loyer et de payer la nourriture, mais pas plus. C'est pas un gros salaire. Ensuite, il reste à trouver des partenaires pour payer la saison, qui est à peu près 10 000 € minimum pour pouvoir payer juste les épreuves de Coupe du Monde, les inscriptions, l'hôtel, l'avion et les épreuves nationales, sans compter tout ce qui va être matériel, sans compter ce qui va Il être... y a un truc que je comprends pas. C'est-à-dire que c'est toi, enfin c'est vous, les escrimeurs et les escrimeuses, qui payez votre saison. La fédération, vous n'intervient pas, les clubs n'interviennent pas. Alors, du coup, ce que je disais, c'est qu'on est 12, comme je disais au début de l'année, début du podcast, on Au est début de l'année 12. aussi, si tu veux, hein, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît, hein, même si on a eu du mal à caler le rendez-vous. Non, on est 12 athlètes à partir sur les Coupes du Monde. Il y a 4 filles qui sont prises en charge par la fédération. C'est les 4 meilleures. Si jamais, d'une épreuve à l'autre, tu réussis moins bien, tu peux passer de frais fédés à tes frais. Donc ça varie. Donc chaque Coupe du Monde remet en question ces positions de ces 4 filles-là.
Donc moi, j'ai été pas mal l'année dernière, notamment dans les 4 meilleures françaises, ce qui m'a permis d'être prise en charge par la fédération. C'est absolument pas une garantie. Donc on peut pas se reposer sur ça, c'est impossible parce que ces places, elles sont très chères et qu'on n'est pas à l'abri d'une performance d'une autre, d'une contre-performance de notre part. Ensuite, en fonction du club auquel on appartient, on a des aides du club qui nous soutiennent plus ou moins et ça, c'est pareil. Moi, à l'époque, donc j'étais parisienne, j'étais dans un club où il y a très peu d'aides de la ville et de la région parce que c'est très concurrentiel. Paris, il y a énormément d'associations, donc forcément c'est dilué. Et la priorité n'était pas mise sur les clubs d'escrime, plus sur les clubs de foot. Donc, c'est d'ailleurs une des raisons qui a fait que j'ai dû changer de club et que je ne suis plus dans un club parisien, mais aujourd'hui je représente très fièrement le Gemenos Escrime Club, qui est un club proche de Marseille. C'est que moi, mon club, le club dans lequel j'ai commencé l'escrime, ne pouvait pas subvenir aux besoins minimums pour pouvoir m'accompagner sur les Coupes du Monde et ma famille non plus. Donc, c'était très simple. Soit je trouvais un autre moyen, ou soit j'arrêtais l'escrime de haut niveau parce qu'il n'y avait plus de moyens. Donc, j'ai eu la chance de trouver un club qui participe. Si jamais je ne suis pas auprès de la fédération, eh ben, le club m'aide sur les déplacements. Mais ce n'est pas le cas de toutes les escrimeuses. Bon, on est arrivé justement au point qui m'a fait créer ce podcast et qui me rend dingue, c'est un moment, c'est le choix entre continuer le sport de haut niveau ou pas, et ce n'est pas que un choix lié aux performances. Alors oui, forcément, si t'es le meilleur, plus ou moins, ça aide à être financé, ça aide à trouver des sponsors, etc. Mais pour être le meilleur, il y a un moment, il faut quand même avoir les moyens de s'entraîner Ouais. et diminuer la charge mentale qui est liée aussi à la recherche de financement. Donc merci d'avoir partagé ça avec nous, Margot, en toute transparence et aussi sur le petit salaire que tu touchais quand tu faisais ce mi-temps pour pouvoir subvenir à tes besoins principaux et vitaux. Maintenant, ça a un petit peu changé puisque tu travailles, mais comme tu dis, ça paye le loyer, ça paye les épinards, ça met un peu de beurre, mais ça va pas plus loin. Du coup, tu cherches systématiquement, tu cherches toujours des partenaires, des sponsors, ou pour l'instant, tu es vraiment concentré sur les JO et l'aide que peut t'apporter ton club? Alors, pour les partenaires privés, étant donné que l'été dernier, avec mon équipe, on a été vice-championne du monde et championne d'Europe, et que je suis une grande potentielle pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Maintenant, les sponsors sont arrivés et j'ai la chance d'être soutenue par deux autres entités qui me permettent de ne pas avoir à me préoccuper des sponsors aujourd'hui, en tout cas pour cette année, puisque c'est des contrats sur un an. Tu peux On leur rendre espère hommage si tu veux, on n'est pas à la radio, donc vas-y, balance les noms. Ok, je viens de signer un contrat avec Pôle emploi et Air Liquide. Et je remercie énormément pour leur soutien qui est vraiment non négligeable et qui me permet de vivre cette année sereinement. Et je crois que c'est ma première année que je vis aussi, que je peux enfin vivre sereinement sans avoir à me préoccuper de si je réussis pas la compétition ou que je suis pas au frais de la fédération, comment je vais faire pour gérer telle ou telle chose. Et c'est vrai que ça a été un vrai... Enfin, c'est super que tu fasses un podcast sur ce sujet-là parce que moi, j'ai été confrontée au moment où donc c'était en moins de 20 ans, quand j'étais junior. Je finis mon année junior donc avec ce premier club dans lequel j'avais évolué, en étant vice-championne de France senior, donc dans la catégorie du dessus. Et mon club m'annonce qu'ils ont perdu des subventions et que là, ils peuvent plus du tout m'aider sur les Coupes du Monde. Donc, qu'il faut que je trouve un autre club parce que donc eux pourront plus participer et du coup donc je me mets à la recherche d'un club, sauf que c'était très difficile de trouver un club à ce moment-là de la saison quand les championnats de France sont finis. C'est fin de saison pour nous à l'escrime, c'est la dernière épreuve un peu de l'année normalement. Et du coup les budgets sont clôturés, donc aller chercher un club même si tu es une athlète très prometteuse, bah, c'est un gros budget. Et en fait j'ai contacté à ce moment-là la fédération en disant donc là je suis junior, je suis vice-championne de France senior et je vais peut-être arrêter l'escrime parce qu'il n'y a pas de moyens. Finalement la fédération m'a aidé à trouver un club, donc j'ai trouvé un club et j'en suis très heureuse parce que je suis très très bien dans mon club. Mais c'est pas une évidence pour tout le monde. Et même quand on fait des très bons résultats, eh ben, on est quand même sujet à avoir de la précarité. Et d'ailleurs,
Là, les choses ont changé à l'approche des Jeux. C'est la première fois qu'on vit ça et on en a tous les sportifs de niveau ont une crainte, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après les Jeux. Qu'est-ce que les sponsors qui se sont engagés là, qu'est-ce qu'ils vont faire après les Jeux? Est-ce qu'ils vont rester avec nous? Ou est-ce que c'était juste l'effervescence de Paris 2024 parce que tout le monde veut prendre part à cette fête qui va être incroyable, mais donc on aura la réponse bientôt, hein. Mais j'espère vraiment que les entreprises qui se sont engagées auprès des sportifs vont rester plus longtemps et vont pérenniser les partenariats parce que c'est pas juste des partenariats financiers, évidemment, c'est des liens concrets avec les entreprises, des échanges. Donc, on va voir, mais j'espère vraiment que les entreprises qui se sont engagées là et qui s'engagent, elles vont pas abandonner les sportifs l'année après les Jeux. Bah écoute, c'est super que tu en parles. Justement, dans l'épisode que j'ai diffusé la semaine dernière, j'avais donné le micro à Mathilde Pétriot, qui est gardienne de l'équipe de France de hockey sur gazon, qui elle aussi est en lice pour être la gardienne de l'équipe de France qui ira aux Jeux Olympiques, et qui me disait, là cette année j'ai des sponsors, mais après la petite fête de campagne qui aura lieu cet été en France, qu'est-ce qui se passe? On verra. Donc Ouais. bon. Elle est comme toi, elle a déjà préparé sa reconversion depuis longtemps, donc elle a toujours des pistes, mais c'est vrai que se reconvertir pour faute de moyens, c'est quand même pas la meilleure des portes de sortie pour un sportif ou une sportive de haut niveau. Ouais, c'est sûr que c'est dommage. Bon, on souhaite et on espère que ça se passera pas comme ça et que, oui, que les partenaires vont rester. J'espère. Écoute, on croise les doigts. J'ai encore 2 petites questions pour toi. La première, si tu pouvais te projeter et rencontrer la petite Margot de 10 ans qui va découvrir l'escrime. Tu sais, t'es assise sur le banc là, à côté entre tes 2 cours d'anglais. Qu'est-ce que tu crois qu'elle dirait de toi en te voyant? Qu'est-ce qu'elle te dirait en te voyant avec le palmarès, les 17 années de plus que t'as vécu? Donc alors, là, moi, je suis la Margot qui parle à la petite de 10 ans ou je suis la petite de 10 ans? Toi, t'es la Margot que tu es là maintenant, avec tout ton vécu, avec tout ton palmarès, et t'es à côté d'elle, elle te voit, donc elle sait que c'est toi, ce sera toi dans 17 ans après. Qu'est-ce que tu crois qu'elle dirait en te voyant? Qu'est-ce qu'elle penserait de toi? Je dirais: «Impossible!» Je dirais: «C'est impossible, toi, tu vas faire tout ça? C'est impossible!» Non, je pense que oui, j'ai vraiment bien dépassé, toutes mes espérances. Je pense que je rêvais pas aussi grand enfin mais déjà sur cette année, quand j'étais assise sur ce banc, c'est le premier qui m'a fait rêver, c'est vraiment mon entraîneur, formateur qui m'a dit, qui a cru en moi dès le premier jour. Mais moi, à ce moment-là, je croyais pas je croyais en rien déjà. Je croyais vraiment pas en moi, je me doutais pas. Donc si je voyais la grande Margot, je vais être belle plus tard. Ouais, musclée et tout. Je me dirais: «Waouh!» Non, je pense que je me dirais: «Waouh, si je deviens ça après, mais trop cool quoi, incroyable». Écoute, c'est un message plein d'espoir, j'adore. Et puis, dernière petite question, tu nous disais tout à l'heure que il faut partager tous les messages que tu laisses, notamment pour faire la promotion de ton entreprise. Donc, où est-ce que ça se passe? Où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux si on veut rentrer en contact avec toi, te suivre, t'aider? Alors sur les réseaux sociaux, c'est Margot Rifkis, donc Margaux et Rifkis, RIF et kiss comme un bisou en anglais. Et après, il y a un lien pour mon projet. Mon projet, il s'appelle Escrime EHPAD. Et on peut retrouver ça sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Super. Bon, de toute façon, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Margot. On te souhaite une bonne journée, bonne continuation, plein de bonnes réussites, sois la meilleure. Et puis, on suivra ça, j'espère, à la télé cet été pendant les Jeux Olympiques. Et merci beaucoup de m'avoir reçu et de m'avoir donné la parole. Et c'était très sympa. Super. À bientôt. Salut. Derrière chaque médaille, chaque record, vous le savez, il y a une histoire et j'espère que vous avez apprécié celle de Margot Rifkis que vous venez d'entendre. Venez nous raconter tout ça sur les réseaux sociaux du podcast, tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Et surtout, n'oubliez pas de visiter vestiaire.org/Rifkis, RIFKI2S, comme un bisou en anglais, pour en savoir encore plus sur Margot Rifkis et nous aider à la soutenir financièrement dans ce magnifique double projet sportif. Représenter la France au JO et développer son entreprise. C'est grâce à vous que Margot trouvera toutes les ressources pour travailler dur et atteindre ses objectifs.
Est-ce que la philanthropie sportive, ça vous parle ? Eh bien, c'est notre mission sur le podcast Dans les vestiaires. On vous fait découvrir les athlètes qui se battent chaque jour pour la gloire de leur nation. Mais ils ont besoin de vous. Chaque soutien compte. Et on est 100% transparent. 1 euro donné égale 1 euro reversé à l'athlète. Margot a pu, elle, financer son année olympique, mais ce n'est pas le cas de tous les invités du podcast. Alors, visitez notre site pour les soutenir et partager cet épisode et tous les autres au maximum pour faire découvrir les combats de ces guerriers. Rejoignez-nous dans cette magnifique aventure sportive. Allez, sportez-vous bien, entraînez-vous bien, prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!